Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Ipside qui va traiter de l'examen de l'activité inventive dans la procédure de délivrance des brevets en France. Ce webinaire a été préparé par Yann Bertram et moi-même, Mathieu Laloy. Dans un premier temps, nous allons introduire le sujet de ce webinaire. Nous apporterons ensuite une définition du critère d'activité inventive et nous expliquerons l'approche de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, pour l'appréciation de ce critère. Puis nous aborderons les conséquences de l'examen de l'activité inventive dans la procédure de délivrance de brevets en France, tant sur la procédure en elle-même que sur les brevets et leurs titulaires. Enfin, nous établirons une liste non exhaustive des nouvelles stratégies à adopter et nous conclurons. La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, a été promulguée le 22 mai 2019 avec pour objectif principal de stimuler l'innovation des entreprises françaises. Parmi les nombreuses dispositions que compte la loi Pacte, certaines concernent directement la propriété industrielle, en particulier le droit des brevets. Notamment, quelques articles de cette loi entraînent une modification profonde de la procédure de délivrance de brevets en France. Parmi ces articles, celui qui nous intéresse aujourd'hui est l'article 122, qui modifie de manière importante les conditions de délivrance d'un brevet en France et qui est entré en vigueur très récemment, le 22 mai dernier. Cet article 122 entraîne la modification de l'article L612 du Code de la propriété industrielle et plus particulièrement de son alinéa 7, de sorte à renvoyer à l'article L611-10 du même code, qui dispose que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. La loi Pacte impose donc un examen systématique et approfondi du critère d'activité inventive des inventions objets des demandes de brevet. En d'autres termes, toute demande de brevet déposée à compter du 22 mai 2020 est susceptible d'être rejetée par l'INPI pour défaut d'activité inventive, alors que jusqu'à cette date, l'INPI ne pouvait rejeter une demande de brevet que pour un certain nombre de motifs, notamment la non-brevetabilité de certaines créations ou inventions, par exemple les découvertes scientifiques, les créations esthétiques, en l'absence d'application industrielle et en l'absence manifeste de beauté de l'invention. Le Code de la propriété industrielle donne une définition plus ou moins précise de l'activité inventive. Selon l'article L611-14 de ce code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Sous le terme d'activité inventive, c'est en réalité le caractère de non-évidence d'une invention par rapport à l'enseignement d'un ou plusieurs documents de l'état de la technique qui est recherché. Elle peut être déduite d'un certain nombre d'indices, par exemple le fait que l'invention constitue une solution inattendue au problème qu'elle cherche à résoudre, ou que l'état de la technique est très ancien. En revanche, à chaque fois que l'homme du métier aurait pu parvenir à l'invention par de simples essais de routine ou par la juxtaposition de moyens connus, l'invention sera vraisemblablement dénuée d'activité inventive. L'appréciation de l'activité inventive est souvent subjective et prête généralement à discussion. Par ailleurs, la méthode de détermination de l'activité inventive peut varier selon les offices de brevet ou les juridictions appelées à l'examiner. Notamment, l'Office européen des brevets, l'OEB, met en œuvre une approche dite problème-solution, que l'on abordera plus loin en détail, alors qu'un juge saisi pour se prononcer sur la validité d'un brevet français pourra avoir une démarche variable et gouvernée par le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'INPI a également indiqué dans ses directives relatives à la délivrance des brevets, mise à jour en mai dernier, qu'il utiliserait désormais notamment l'approche problème-solution pour apprécier l'activité inventive des demandes de brevets examinées. La méthode de l'approche problème-solution permet d'évaluer de façon la plus objective possible le niveau d'activité inventive d'une invention. Toutefois, les directives précisent que l'appréciation de l'activité inventive peut également être réalisée en se servant d'indices, tels qu'énoncés succinctement un peu plus tôt, ou de critères secondaires d'activité inventive. Par exemple, si l'invention répond à un besoin insatisfait de longue date, que le problème technique auquel répond l'invention est non résolu par l'état de la technique, ou que des préjugés techniques ont été vaincus, etc. De façon très succincte, en quelques mots, l'approche problème-solution consiste dans un premier temps à déterminer le document de l'état de la technique le plus proche de l'invention revendiquée, puis d'identifier l'effet technique de la
ou des caractéristiques de l'invention qui sont nouvelles par rapport à ce document de l'état de la technique le plus proche, et à formuler un problème technique objectif à résoudre à partir de cet effet technique. Enfin, il reste à apprécier si l'homme du métier serait incité par les enseignements des documents de l'état de la technique à réaliser l'invention pour résoudre le problème technique objectif, c'est-à-dire s'il serait amené à réaliser l'invention de manière évidente ou non en consultant ces documents. Quelles sont les conséquences de l'examen du critère d'activité inventive? Concernant la procédure de délivrance, l'examen de l'activité inventive aura très probablement pour conséquence, pour un grand nombre de demandes de brevets, d'augmenter le nombre d'échanges avec l'examinateur afin d'argumenter en faveur de l'activité inventive de l'invention examinée. Alors que jusqu'à maintenant, il était rare dans la procédure d'examen d'avoir plus d'un échange avec l'examinateur, dans la mesure où la discussion était seulement axée autour de la nouveauté de l'invention revendiquée au regard des documents de l'état de la technique. On peut donc s'attendre à ce que la procédure de délivrance en France soit souvent plus longue, plus complexe et plus coûteuse que par le passé. En outre, il est également prévisible que le taux de délivrance de brevets français diminue ces prochaines années. En effet, comme énoncé précédemment, les examinateurs de l'INPI émettront une décision de rejet des demandes de brevets déposées après le 22 mai dernier s'ils considèrent qu'elles n'ont pas pour objet une invention faisant preuve d'activité inventive. Il sera alors évidemment possible pour le demandeur de contester cette décision de rejet, par exemple en argumentant en faveur de l'activité inventive et ou en proposant de nouvelles revendications, afin d'essayer de convaincre l'examinateur de la brevetabilité de l'invention. Dans le cas dans lequel l'examinateur serait convaincu par les nouveaux arguments et ou par le nouveau jeu de revendications déposé par le demandeur, la procédure aboutira à la délivrance du brevet en France. Dans le cas contraire, l'examinateur maintiendra sa position et la demande de brevet sera définitivement rejetée par décision administrative de l'INPI. Il est à noter que cette décision ne peut être contestée qu'en formant un recours devant la Cour d'appel de Paris. L'examen de l'activité inventive va souvent contraindre les demandeurs à réduire la portée de protection de leur brevet lors de la procédure de délivrance, de sorte que l'invention revendiquée satisfasse le critère d'activité inventive et plus uniquement le critère de nouveauté. Les brevets délivrés seront donc plus robustes car ils auront été soumis à un examen approfondi de l'ensemble des conditions de brevetabilité, c'est-à-dire la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Avant le 22 mai dernier, les brevets français étaient délivrés sans véritable examen complet des conditions de brevetabilité, les tribunaux restant chargés de cet examen en cas d'action judiciaire en nullité ou en contrefaçon. Ainsi, dans l'ancienne procédure d'examen, un brevet français présentant un défaut d'activité inventive était quand même délivré sans que l'INPI ne puisse y faire obstacle. Ce brevet était présumé valable jusqu'à ce qu'un tiers en demande la nullité par la voie judiciaire. Il en résultait une incertitude juridique pour les tiers, pouvant être la source d'une insécurité dans leur activité économique. Ainsi, avec l'examen de l'activité inventive lors de la procédure de délivrance, la sécurité juridique des tiers sera améliorée, puisque les possibilités de remise en cause ultérieure des brevets devant les juridictions seront limitées. Du fait de sa plus grande robustesse, le brevet sera donc un outil plus efficace dans les contentieux en contrefaçon. Ces brevets seront aussi plus crédibles car plus solides, notamment aux yeux de potentiels investisseurs. Afin de maximiser leurs chances de succès d'obtention d'un brevet en France, il est conseillé aux demandeurs d'établir une stratégie de dépôt de demande de brevet sélective, c'est-à-dire portant sur des inventions identifiées comme étant a priori les plus inventives. En d'autres termes, le choix des inventions à protéger par brevet doit être encore plus rigoureux que par le passé. Toujours dans l'optique de maximiser la probabilité d'obtenir un brevet délivré, il peut être opportun de réaliser une étude de brevetabilité en amont du dépôt de la demande de brevet. Par ailleurs, il sera indispensable de répondre au rapport de recherche préliminaire de façon argumentée sur l'activité inventive si jamais elle est remise en question par l'examinateur. Aussi, il pourra être envisageable de considérer le dépôt d'une demande internationale de brevet ou d'une demande de brevet européenne au lieu de déposer une demande de brevet français, notamment si le budget alloué à la propriété industrielle est conséquent et que le demandeur a la volonté d'étendre à l'étranger la demande de brevet. Toutefois, si le demandeur a des incertitudes sur d'éventuelles extensions de la demande de brevet à l'étranger et si le budget alloué à la propriété industrielle est plus modeste,
Dans ce cas-là, il faudra privilégier le dépôt d'une demande de brevet en France en premier lieu, notamment afin de bénéficier de l'avis sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande de brevet émis dans le rapport de recherche préliminaire, et ce à moindre coût. La loi Pacte va par ailleurs sans doute augmenter l'intérêt des déposants pour les certificats d'utilité dont la validité a été prolongée jusqu'à 10 ans. En effet, le certificat d'utilité, qui est un titre de propriété industrielle délivré sans examen, pourra être dans certaines circonstances particulièrement avantageux, par exemple si le déposant pense que l'invention qu'il cherche à protéger présente un faible niveau d'activité inventive. Par ailleurs, il est également possible de transformer une demande de brevet en certificat d'utilité au cours de la procédure de délivrance, au plus tard 16 mois après le dépôt de la demande de brevet. Une telle solution peut être envisagée lorsque l'avis sur la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande de brevet est défavorable. Globalement, la protection par certificat d'utilité permet aux déposants d'éviter d'avoir à subir une procédure d'examen de son invention et de connaître un éventuel rejet d'une demande de brevet. Par ailleurs, les certificats d'utilité ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'opposition. À ce sujet, si vous souhaitez davantage de renseignements sur la procédure d'opposition introduite par la loi Pacte, je vous invite à consulter le webinaire réalisé par Ipside qui lui est dédié. Enfin, de manière systématique, une attention encore plus particulière doit être apportée à la rédaction de demandes de brevet pour préparer d'éventuels arguments sur l'activité inventive de l'invention dont elle fait l'objet. Pour conclure, cette réforme touchant à l'examen des demandes de brevets en France permet d'harmoniser la procédure de délivrance de brevets français avec celle d'autres offices de brevets nationaux, par exemple l'office US, l'office chinois ou l'office allemand, et avec celle de l'Office européen des brevets. Elle va modifier profondément les stratégies de protection des inventions des acteurs économiques, dans la mesure où les solutions de protection d'une invention passeront moins systématiquement par le dépôt d'une demande de brevet en France et incluront, comme on l'a vu précédemment, l'éventualité d'un dépôt de certificat d'utilité, de demande de brevet internationale ou de brevet européen. Par ailleurs, dorénavant, grâce à cette réforme, les brevets seront plus forts car ils auront subi un examen plus approfondi, mais ils seront également plus complexes à obtenir. Cet aspect présente l'avantage majeur pour les titulaires de posséder des titres plus efficaces lors d'actions en contrefaçon. Les premiers avis sur la brevetabilité des inventions revendiquées dans les demandes de brevets déposées à partir du 22 mai dernier devraient être rendus dès février 2021. Globalement, et pour finir, la loi Pacte renforce le rôle d'expert du Conseil en propriété industrielle dans l'accompagnement et la protection des inventions des innovateurs. Merci d'avoir suivi ce webinaire et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.